Premièrement, je veux m'excuser pour mon français torturé. C'est ma troisième langue. Donc, j'apprécie votre tolérance. Je veux aussi vraiment exprimer mon grand honneur d'être invité à cet symposium. J'ai une très grande admiration pour le travail de Dr. Julien, son équipe et la Fondation. Et j'apprécie énormément cette possibilité de partager le travail que nous faisons à notre équipe Voice, Voix de l'enfant, où nous sommes engagés à la recherche et aussi sur le terrain à promouvoir la reconnaissance de la voix des enfants. Pour démarrer, dans ce symposium, on s'est demandé pourquoi les enfants ne sont pas entendus. C'était une thématique surtout soulignée hier. Et je crois que les réponses peuvent être mieux reconnues si nous regardons dans l'histoire, dans l'historique, le statut qu'on a accordé aux enfants dans l'histoire. Et c'est un peu décourageant si on regarde bien la façon que les enfants ont été systématiquement chosifiés, objectifiés. Ils ont été caractérisés vraiment comme des possessions où les adultes jugent leur valeur, jugent leur destin. Ce n'est qu'au début des années 1900 que la mortalité infantile est devenue un problème médical. Avant cette période, les familles avaient beaucoup d'enfants, quelques-uns allaient survivre, quelques-uns mouraient, c'était un fait. C'était vraiment dans une période d'urbanisation où les États, surtout en Grande-Bretagne et en France, avaient une grande préoccupation par rapport à la diminution de la population et l'impact sur la force militaire et économique de la nation. Et donc, on voit la sollicitation de la médecine pour vraiment diminuer le taux de mortalité chez les nouveau-nés. Donc, la valorisation des nouveau-nés dans ce temps-là était vraiment centrée sur leur capacité de contribuer au futur. Ce n'était pas un engagement humanitaire ou bienveillant. Les enfants étaient des objets où on voulait investir pour le bien de l'État. Ils étaient des moyens. Beaucoup de recherches, même à ce jour, par exemple, le sociologue Neckley souligne que même à ce jour, si on regarde les pratiques et les politiques, on a tendance de caractériser les enfants comme des êtres humains en devenir. Leur valeur est rattachée à la possibilité de la contribution qu'ils peuvent faire. Leur valeur est souvent rattachée au plaisir qu'ils peuvent amener à une famille. On a une tendance de sous-reconnaître leur propre dignité comme des êtres humains. Notre équipe, Voice, la voix de l'enfant, est un groupe de recherche et d'action. On est un groupe interdisciplinaire, interprofessionnel. Je crois que je peux dire qu'on a presque toutes les disciplines et professions qu'on pourrait imaginer avec un intérêt à l'enfance, où nous sommes engagés à avancer les connaissances et aussi avancer les pratiques pour promouvoir la reconnaissance de la dignité des enfants et la promotion de leur participation et une écoute authentique à leurs paroles. Nous utilisons principalement des méthodes de recherche qualitative, qui est intéressant, ça complète un peu le discours de ce matin. Il y a beaucoup de recherche quantitative qui est très impressionnante, très important. Nous cherchons à contribuer des connaissances complémentaires centrées vraiment sur les vécus au quotidien des enfants et des familles. Nous avons évolué un cadre conceptuel ancré sur le concept de vécu moral, moral experience, et nous avons développé une méthodologie ethnographique où nous avons vraiment allé essayer de comprendre le vécu au quotidien des enfants et familles dans tous les contextes
où ils sont, c'est-à-dire dans l'école secondaire, école primaire, santé mentale, dans des organismes communautaires, des enfants avec des incapacités, parmi d'autres. Par contre, nous ne sommes pas exclusivement une équipe de recherche. Nous avons une vision de recherche et pratique intégrée. Donc, nous avons plus de 40 partenaires communautaires qui travaillent, qui sont membres de cette équipe Voice, Voix de l'enfant. Et c'est avec ces partenaires que nous identifions les priorités de recherche et les priorités d'action. Où devons-nous travailler avec nos partenaires, avec les enfants, pour promouvoir leur reconnaissance et des pratiques respectueuses. J'aimerais ajouter ça, que dans nos partenaires communautaires, nous avons aussi plusieurs groupes de jeunes. Nous avons une commission des jeunes pan-canadiens. Nous avons un groupe aviseur des enfants avec des incapacités. Nous avons un groupe de jeunes aviseurs des jeunes autochtones. Et donc, on essaie de vivre et de pratiquer cette vision de reconnaissance et de vraiment s'engager en partenariat avec les jeunes. De plus, et juste tout rapidement, nous avons aussi un engagement mondial, c'est-à-dire que cette reconnaissance des vécus et le respect des enfants souligne des préoccupations, des problèmes assez importants dans le contexte mondial. Et donc, nous avons également des projets depuis plusieurs années dans des communautés autochtones, au Brésil, en Tanzanie, en Inde, parmi d'autres. Donc, c'est un travail assez grand avec beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires. Je vous propose aujourd'hui une optique éthique pour compléter les cadres que nous avons utilisés pour la plupart de ces symposiums, qui sont principalement ancrés sous les cadres de droit et de la loi. Nous croyons qu'un cadre éthique peut apporter une complémentarité très importante parce que nous croyons que l'éthique peut offrir un cadre avec plus de spécificité pour des différents contextes, plus de spécificité pour les différentes professions qui ont un engagement avec les enfants. Et en général, je crois que l'éthique nous fait appel à un niveau d'exigence et d'engagement plus élevé de ce qui est requis par la loi. Et donc, le cadre éthique nous donne une possibilité de vraiment combler l'ensemble des préoccupations que nous avons discutées à ce symposium. Et de plus, c'est un cadre que nous pouvons utiliser pour la formation des différentes professions. Pour répondre à la question de discussion que nous venons d'entendre, ma réponse sera probablement la préparation et la formation des intervenants. Les intervenants de première ligne ont un pouvoir formidable de promouvoir ou empêcher l'inclusion, la reconnaissance, la participation, le respect de la voix des enfants. Nous avons déjà publié un peu de travail d'avancer cette idée d'intégrer un cadre éthique avec un cadre sur les droits. Prenons un moment de réfléchir sur ce concept de vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la vulnérabilité? C'est évident que les jeunes, les enfants, sont vulnérables sur plusieurs dimensions. Ils sont physiquement désavantagés. Typiquement, ils sont plus petits, moins forts que les adultes. Ils sont psychologiquement désavantagés. Ils ont des connaissances et des façons de raisonner qui sont typiquement différents des adultes qui sont le peuple dominant. Ils sont socialement désavantagés parce qu'ils sont économiquement dépendants. Ils sont dépendants sur les adultes, sur les règles de conduite qu'ils doivent vraiment respecter et suivre. Ils sont juridiquement désavantagés, c'est-à-dire qu'ils sont typiquement dépendants à des adultes pour exercer leurs propres droits. Ils ont besoin des interlocuteurs. De plus, plusieurs enfants sont doublement ou triplement vulnérables
parce ils font part d'un groupe qui confronte des défis encore plus importants et plus compliqués. Et donc, dans ce contexte de vulnérabilité, en reconnaissance de tous ces désavantages qui font part du quotidien des enfants et des jeunes, nous reconnaissons l'importance de la protection. La protection. On a des droits, on a des mesures, on a des procédures pour protéger les enfants et les jeunes. Par contre, souvent, dans plusieurs situations, nos actes de protection peuvent être des actes d'oppression. On peut supprimer le respect, la dignité, la reconnaissance de l'enfance. Tout rapidement, je vais souligner une recherche que pour moi était transformateur. L'anthropologue Myra Bluban-Langner a publié en 1978 une recherche qui, à ce jour, a un impact encore très important dans les études interdisciplinaires de l'enfance. Dans sa recherche, elle a conduit une ethnographie dans un département d'oncologie pédiatrique avec les enfants de 3 à 9 ans. Dans cette unité, elle a remarqué que les adultes, c'est-à-dire le personnel et les parents, ne parlaient pas librement avec les enfants de leur diagnostic. Rarement on utilisait le mot cancer et presque jamais on parlait de la mort. Et on voyait que les enfants ne parlaient pas du cancer, ne posaient pas des questions de la mort, et donc on prétendait qu'on les protégeait. Et l'idée de ne pas en parler avec eux, c'était dans l'optique de leur protéger. Dans cette ethnographie, Bluban-Langner, qui est un partenaire de notre équipe Voice, Voix de l'enfant, elle fait part de notre équipe, elle a dévoilé que, en fait, ces enfants avaient beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations par rapport à ce qui se passait avec eux, mais ils avaient aussi appris que les adultes étaient inconfortables d'en parler. En fait, les enfants essayaient de protéger les adultes de ces discours de cancer et de la mort. Dans l'optique de leur protéger, on les a isolés. Ils souffraient, ils avaient beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations dans une solitude importante. Donc, nous devons toujours réfléchir quand nous nous efforçons à protéger un enfant, un jeune. Est-ce que vraiment on a réalisé une protection ou parfois est-ce qu'on a vraiment supprimé, exclu et parfois opprimé l'enfant? Dans les premières 28 années de ma carrière, j'ai travaillé en temps complet dans une unité de soins intensifs pédiatriques pour 28 ans. Dans ce contexte, on a confronté beaucoup de dilemmes éthiques et c'est là où j'ai vraiment identifié l'importance d'approfondir mes connaissances et de devenir un éthicien clinique de l'enfance. Et de ce jour-là, peu par peu, j'ai mené des consultations en éthique partout dans notre hôpital et j'ai aussi mené de la recherche. Une chose qui m'a frappé, c'était que quand on parlait des dilemmes éthiques, c'était quasi exclusivement des problématiques identifiées par le personnel. Le détresse morale que le personnel vivait, les grandes difficultés que le personnel avait pour vraiment décider qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Très, très peu de voix des enfants et des parents. Et donc, dans mon quotidien, je voyais qu'il y avait beaucoup de défis dans la vie quotidienne de ces enfants et familles qu'on ne connaissait pas assez bien. Et donc, on a mené probablement la recherche qui était le plus important pour démarrer notre équipe Voice. C'est une recherche publiée dans la revue Pediatrics en 2006, où on a fait une recherche de la vie quotidienne des enfants avec des incapacités physiques très complexes. Enfants qui vivaient à la maison avec des respirateurs, trachéostomie, gavage et tout, pour voir quels étaient les défis éthiques dans le quotidien de ces enfants et les familles. La grande surprise,
pour ces familles où le personnel croyait se poser des questions, pourquoi on a gardé en vie ces enfants si handicap, pour utiliser leur mot, c'est un mot que je n'aime pas, si ça ne vaut pas la peine, on devait vraiment suspendre les traitements de soutien de vie. Ce qu'on a vu du côté des enfants et des familles, les plus grands défis n'étaient pas les défis médicaux, c'était vraiment les obstacles sociaux, le jugement, la stigmatisation, le sens des autres que c'était un enfant qui n'en vaut pas la peine. On a appris que l'éthique et le vécu quotidien des familles et enfants il peut avoir un très grand écart de ce que le personnel croit est le bien. Et donc, avec cette recherche, et on a beaucoup de récits du point de vue vraiment des enfants qui voyaient toutes ces technologies pas comme un fardeau, mais c'était un soutien. Ça complétait leur vie, ça leur rendait plus confortable, même les respirateurs. Et donc, on a mieux compris le quotidien de ces enfants et on a mieux compris le meilleur intérêt de ces enfants. On a identifié que chez le personnel, on avait typiquement au quotidien préjugé que c'est une vie qui n'en vaut pas la peine, qu'on utilisait une conception de leurs meilleurs intérêts avec très peu de données, très peu de sollicitations du quotidien de ses propres enfants. Et donc, une raison pour répondre à la question aujourd'hui, pourquoi écouter la voix des enfants, c'est parce que ça peut compléter et ça peut vraiment alimenter, éclairer la façon qu'on va définir le meilleur intérêt de cet enfant, d'aller vraiment voir leur quotidien, quels sont les intérêts, quelles sont les choses favorables, défavorables dans leur quotidien et comment on peut optimiser leur meilleur intérêt et comment on peut minimiser nos préjugements. Mais il y a une autre raison très importante pourquoi nous devons écouter les voix des enfants. Et ça, c'est un travail qui est probablement l'objectif principal de notre équipe Voice, Voix de l'enfant, c'est de reconnaître que les enfants sont des agents moraux. Ils ont une vie morale, ils ont un sentiment à eux du bien et du mal, du juste, de l'injuste. Et ça peut être raisonné de façon très différente de la nôtre, mais c'est quand même éthiquement significative. Et quand on ne l'écoute pas, quand on va ignorer, ils vont vivre une expérience de violence. Et nous avons beaucoup de données, des évidences que nos prétentions de ce qu'on fait pour leur mieux, sans que ça soit bien compris, peut entraîner des atteintes très importantes. Les enfants ont les capacités de comprendre beaucoup mieux de ce qu'on a tendance de croire, et parfois, ils ont des capacités qui sont différentes des nôtres, qui sont quand même importants et devraient être reconnus comme des agents moraux. J'ajouterais aussi, comme une fille a dit dans les vidéos, que parfois, on peut même éclairer, nous pouvons nous éclairer, nous pouvons entendre une autre perspective qui peut nous éclairer et nous informer. Et parce qu'ils pensent différents, ils ont des connaissances différentes, ça ne veut pas dire qu'ils sont ignorants. Nous avons mené dans cette optique de promouvoir la reconnaissance de l'enfant, des enfants comme des agents moraux. C'est un exemple d'un projet qu'on a publié. Depuis 10 ans, on travaille dans une communauté algonquin, au nord du Québec, où nous travaillons avec des enfants en créant de différents ateliers pour aborder une thématique qui est importante pour eux. Donc, cette année-là, c'était vraiment le self-respect, comment démontrer un respect à son corps, de traiter son corps de façon correcte, juste, respectueuse et en harmonie, congruence avec les valeurs et la vision du monde algonquin. Et donc, avec ces ateliers, on encourage ces jeunes de réfléchir et de s'exprimer et ensuite de faire une présentation à la communauté pour aider aussi aux adultes de mieux reconnaître leur agentivité, qu'ils sont activement engagés à réfléchir sur le bien et le mal. Le dernier point que je veux souligner, c'est que nous faisons peu de progrès.
Nous essayons de reconnaître les voix des enfants dans notre travail au quotidien. Nous essayons d'améliorer la façon qu'on va promouvoir une écoute. Je dirais le nouveau horizon pour promouvoir le respect, la participation des jeunes, c'est de leur envisager comme des partenaires dans la gouvernance, c'est-à-dire dans la gouvernance des établissements, dans la structuration des différents services. Ça peut sembler un peu flyé, j'imagine, mais il y a plusieurs modèles. Donc, parmi nos partenaires, il y a l'hôpital de réadaptation Holland Bloorview à Toronto, où ils ont un comité aviseur vraiment exceptionnel. Ils ont des représentants sur les comités de sélection des administrateurs de l'établissement. Ils ont des jeunes qui sont bien préparés et formés à vraiment donner leur propre avis. Et c'est dans les règles de l'établissement d'avoir la validation de ce comité pour des politiques importantes. Parce que à la fin de la journée, c'est supposé de répondre à leurs préoccupations. Nous sommes en train de démarrer un groupe de comités aviseurs en pédopsychiatrie à l'hôpital Douglas, où je suis éthicien, et aussi à l'hôpital Shriners, où je suis aussi éthicien. Par contre, ça demande des adaptations. On ne peut pas utiliser les mêmes structures et démarches que nous utilisons avec les comités typiques. Par exemple, on ne peut pas avoir les réunions avec les jeunes de 9 à 5, parce que ça va leur obliger de manquer les écoles. Donc, à Holland Bloorview, c'est les samedis après-midi. Ils ont une personne de soutien pour faire interlocuteur, disons, un administrateur qui fait le lien avec l'établissement. Et donc, on a plusieurs accommodements pour assurer qu'on va solliciter de façon authentique, respectueuse, la voix des enfants dans la gouvernance de l'établissement. Tout rapidement, dans des situations, ça va arriver, dans des situations où on n'a pas tous le même point de vue. Peut-être le jeune a un point de vue soit dans un comité de gouvernance, soit dans une situation clinique ou autre. Le jeune peut avoir un point de vue, les parents peuvent avoir un point de vue, même entre eux deux, et le personnel peut avoir un autre point de vue. Pour aborder ces situations, j'ai avancé un cadre de pratique éthique que j'appelle le modèle de rapprochement. C'est une adaptation d'un concept du grand philosophe québécois Charles Taylor. C'est le Taylor dans la commission Bouchard-Taylor, l'accommodement raisonnable. Donc, Taylor a fait beaucoup de travail en éthique, la philosophie morale. Donc, ce cadre, ce modèle de rapprochement, c'est un engagement du départ d'une reconnaissance du point de vue de chaque participant à la situation, que chaque participant a une vision particulière, a un engagement du bien et du mal qui est important pour eux, et vraiment de démarrer une démarche d'échange, de discussion, de réconciliation pour évoluer une démarche où on peut maximiser des ententes et l'accord parmi tout ce qui est impliqué en reconnaissant les valeurs les plus importantes pour les participants et en général en priorisant les plus vulnérables, le point de vue, les préoccupations des enfants. Et sur ce point, je vais terminer et je vous remercie énormément. Merci.